Bonjour, dans cette vidéo je vais poursuivre la traduction du livre d'Eric Neumann, Depth Psychology and a New Ethic. J'étais arrivée dans ma traduction au chapitre 2 sur l'ancienne éthique et lors de la précédente vidéo j'ai commencé à parler du problème de la suppression du mal, ou plutôt la technique de suppression du mal qui est employée par les élites morales comme les saints et les héros. Et je vais poursuivre ma lecture sur ce sujet. En contraste avec la répression, dans laquelle tout contact avec les contenus sombres de l'inconscient qui causent de la souffrance est détruit en se coupant des composants inconscients, la souffrance permet à la personne qui supprime le mal de vivre une vie normale également. Il n'est pas comme celui qui réprime le mal, attaqué ou submergé par les forces du mal de l'inconscient. La limitation de soi volontaire par le sacrifice et la suppression est un chemin de vie qui ne rend pas nécessairement l'individu malade. Pour le collectif, cependant, les conséquences de cette suppression sont désastreuses. Parce que là où l'individu échappe à la blessure. En effet, c'est ce terrain commun entre les deux méthodes suppression et répression. Dans les deux cas, le collectif doit payer pour la fausse vertu de l'individu. La suppression et encore plus la répression ont pour résultat une accumulation des contenus supprimés ou réprimés dans l'inconscient. Du point de vue de l'économie de l'énergie, l'avantage va, encore une fois, à la suppression. Un élément qui est supprimé continue de jouer un rôle dans la conscience sous la forme d'un problème qui dérange l'esprit conscient. Le chemin contre le mal occupe une proportion considérable de l'attention de la conscience. L'ego, aussi, fait un sacrifice définitif d'énergie psychique pour ces éléments supprimés. En effet, l'énergie qui est utilisée pour la suppression est l'équivalent psychique de la non-réalisation de ce contenu supprimé. L'énergie qui aurait pu être investie dans la réalisation de ce contenu est à présent utilisée pour la suppression de ce contenu. Quel est l'équivalent en énergie qui demeure lié à ce contenu rejeté et qui est investi dans son inhibition, son blocage, les mécanismes de blocage qui sont les instruments de suppression. Non, je vais recommencer ma phrase, ce n'est pas une phrase, une question. Cela aboutit à un équivalent d'énergie qui est lié au contenu rejeté et qui est investi dans l'inhibition, le blocage de ces contenus qui sont les instruments de la suppression. Du point de vue du développement de la conscience, ce type de combat contre l'inconscient est partiellement justifié. Mais ni le transfert en énergie, ni la préoccupation consciente concernant la suppression, ni l'expérience des éléments supprimés à travers la souffrance ne sont des techniques adéquates pour maîtriser le problème psychologique causé par la suppression de ce qui est éthiquement rejeté.
c'est-à-dire le mal. Parmi les composants de la personnalité. Dans la répression, en revanche, même ce qui est partiellement assimilé, même les processus d'assimilation partielle, les équivalents et les valves de sécurité qui sont présents dans la suppression sont manquants. Les forces et les contenus qui sont complètement réprimés n'ont aucun moyen d'accéder à la conscience et par conséquent ces contenus ne demeurent pas inaltérés et ils peuvent par conséquent changer. Les contenus réprimés deviennent régressifs et sujets à renforcement négatif. Il est possible de discuter du processus de régression dans ce contexte. Ce qui peut cependant être dit au sujet de la régression ce qui peut en revanche être dit ici est que dans la régression, des formes plus primitives de réaction sont mobilisées. Par exemple, des meurtres commis sous l'influence de la passion sont une forme primitive de réaction qui a été surmontée grâce à la croissance de la conscience et le développement de la loi et de la justice. Dans la régression, ces formes de conscience se désagrègent et sont remplacées par une réaction primitive antérieure. C'est un phénomène d'expérience courante qui ne peut pas être discuté en détail ici, que les contenus sont capables de devenir conscients et que leur accès à la conscience a été bloqué, mais dont l'accès à la conscience a été bloqué, deviennent mauvais et destructeurs. Donc ce sont les contenus qui sont capables de devenir conscients, mais dont l'accès à la conscience a été bloqué, qui sont à l'origine du mal et de la destruction. Nous savons dans la vie quotidienne que l'impossibilité ou le manque de volonté d'admettre l'existence d'un fait ou d'un contenu est souvent appelé faire une montagne. Ce contenu a été coupé de la conscience et devient régressif et a été contaminé avec d'autres contenus primitifs négatifs dans l'inconscient. Et le résultat est une personnalité instable, une irritation mineure dont l'accès à la conscience est nié. Et il est courant que cela aboutisse à des accès de furie ou à une dépression sérieuse. En termes généraux, il est dit que les forces exclues de l'esprit conscient s'accumulent et construisent une tension dans l'inconscient. Et c'est cette tension qui est très destructrice. Mais alors, quel est le destin de ces composants de la personnalité, ces forces et ces instincts qui sont expulsés de la vie par l'ancienne éthique? Plus l'ancienne éthique a été imposée aux individus de façon dogmatique, aux individus et aux sociétés de façon dogmatique, plus
la force de l'influence de la conscience, plus l'influence de la conscience était forte, plus l'exclusion sera radicale et la scission entre la conscience et ses identifications aux valeurs et l'inconscient, par voie de compensation, prendra une attitude opposée. Là où il y a suppression, la conscience montre sa force sous la forme d'un sentiment conscient de culpabilité. Là où il y a répression, ce sentiment sera inconscient. Le sentiment de culpabilité est attribuable, dans chacun des cas, à un manque de perception de l'ombre. Mais que cela se soit visible ouvertement sous la forme de la souffrance ou que cela soit inconscient, que cela demeure inconscient, dans tous les cas, oui, que ce soit, peu importe que ce soit la suppression ou l'inflation ou la répression qui se sont produites. Ce sentiment de culpabilité est basé sur l'existence de l'ombre qui est déchargée du système de la même façon pour l'individu et le collectif, c'est-à-dire par le phénomène de la projection de l'ombre. Cette ombre qui est en conflit avec les valeurs reconnues ne peut pas être acceptée comme une part négative de sa propre psyché et est par conséquent projetée, c'est-à-dire transférée au monde extérieur et expérimentée comme un objet extérieur. Ce sentiment l'ombre est combattue, punie et exterminée en tant que l'alien là-bas, l'étranger, plutôt que d'être considéré comme notre propre problème, mon propre problème. La façon dont l'ancienne éthique fournit pour l'élimination de ces sentiments de culpabilité et la décharge des forces négatives exclues est en fait un des plus graves périls que l'humanité affronte. Ce que nous avons à l'esprit ici est que le problème psychologique et classique qui est l'institution du bouc émissaire. Cette technique qui vise à trouver une solution au problème à ce problème se trouve dans toutes les sociétés qui ont existé. Donc ce phénomène est cependant plus connu en tant que rituel du judaïsme. Ici, la purification du collectif était réalisée par le fait je vais chercher juste le mot parce que ça s'appelle heaping en anglais, je ne sais pas ce que signifie ce verbe, mais en tout cas c'est une cérémonie qui fait intervenir réellement un bouc émissaire. Heaping, c'est la guérison, ou heap, c'est aussi entasser, faire un tas, amonceler. Non, ce n'est pas la guérison, c'est plutôt l'empilement. Donc, ici, la purification du collectif est réalisée en empilant de façon solennelle toutes les impuretés et tout le mal sur la tête du bouc émissaire.
qui était alors envoyé en exil dans la nature sauvage, à Azazel. Les conflits psychiques inconscients dans les groupes et les masses trouvent leur issue les plus spectaculaires dans les éruptions épidémiques telles que les guerres et les révolutions, dans lesquelles les forces inconscientes qui se sont accumulées dans le collectif, prennent la main et font l'histoire. La psychologie du bouc émissaire est en effet un exemple d'une tentative ancienne, bien qu'adéquate, de gérer ces conflits inconscients. Cette psychologie forme la vie intérieure des nations aussi bien que leurs relations internationales. Souvent, les épidémies et la psychologie du bouc émissaire sont interconnectées, sont des réactions psychologiques interconnectées qui viennent d'un seul conflit inconscient. Du point de vue du résultat final, il est indifférent de considérer que le conflit en question n'est pas parvenu encore à la conscience ou qu'il ait été précédemment réprimé. Du point de vue primitif, là où la conscience des individus qui forment le collectif est toujours relativement faible, le progrès dans la direction des valeurs nécessaires à la société peut être atteint d'aucune autre façon que par la projection extérieure de l'ombre. À ce stade, le mal peut être rendu conscient en étant solennellement affiché devant les yeux de la populace et détruit de façon cérémonielle. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais détruit lors d'une cérémonie. L'effet de la purification est atteint précisément par le processus qui consiste à rendre le mal conscient en le rendant visible et ainsi en libérant l'inconscient de ce contenu grâce à la projection. À ce niveau, par conséquent, le mal, bien qu'il ne soit pas reconnu par l'individu comme étant le sien, est cependant reconnu comme étant le mal. Pour rendre cela plus juste, le mal est reconnu comme appartenant à une structure collective de sa propre tribu et est éliminé de façon collective. Par exemple, par le grand prêtre qui transfère les péchés de son peuple au bouc émissaire lors d'un sacrifice. Une purification de ce genre gardera sa validité psychologique aussi longtemps que le collectif continue de nourrir ce sacrifice et est touché par lui. Aussi longtemps que l'immolation de la victime n'a pas été débarrassée de son... Aussi longtemps que l'immolation de la victime n'est pas considérée comme un simple spectacle. À ce stade, la psychologie du bouc émissaire est toujours dominée par l'éthique dans sa forme la plus primitive, c'est-à-dire la responsabilité du groupe et l'identité avec le groupe. C'est vrai dans le judaïsme et plus tard, l'individu est aussi impliqué dans ce genre de purification par la confession de ses péchés et
de cette façon, est rendu conscient de l'existence de son ombre. Même à ce stade, cependant, la confession n'est pas individuelle, mais est née de l'esprit de la responsabilité collective, puisque chaque individu castigate. Je vais chercher ce que veut dire ce mot anglais que je ne connais pas bien. To castigate. Fustiger. Donc, à ce stade, cependant, la confession n'est pas individuelle, mais est née de l'esprit de la responsabilité collective, puisque chaque individu se fustige lui-même pour les péchés du collectif et proclame « Nous avons péché, nous avons trahi, etc. » Car l'homme primitif et l'homme de masse dans chaque nation réagit, comme nous l'avons vu, comme un homme primitif. Le mal ne peut pas être reconnu comme son propre mal, ne peut pas du tout être reconnu comme son propre mal, puisque la conscience est toujours trop faible est toujours trop faiblement développée pour être capable de gérer le conflit qui en résulterait. C'est pour cette raison que le mal est invariablement expérimenté par l'homme de masse comme quelque chose d'alien, d'étranger. Et les victimes de la projection de l'ombre sont toujours, par conséquent et partout, les étrangers.